Pascal Boivin, je suis professeur responsable de tout ce qui est sol en agronomie à Genève, dans la haute école spécialisée. L'école d'ingénieurs s'appelle EPIA. Séquestrer le carbone au sens strict, c'est prendre du CO2 dans l'atmosphère et le séquestrer, le mot a bien son sens quelque part, c'est-à-dire en fait le garder en tout cas pour plus de 20 ans d'une façon stable, mais ça doit être une soustraction nette. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement déplacer du carbone, on doit enlever du carbone supplémentaire. Alors le processus typique, c'est la végétation qui va fabriquer du végétal à partir du CO2 atmosphérique, et ça on peut le transformer en humus qui reste dans le sol. Ça c'est bien la séquestration. Si vous commencez à déplacer ce matériau végétal, par exemple déplacer vos bottes de paille ou quoi que ce soit d'autre, on n'est pas sûr de ne pas être en train de faire simplement du stockage. On déplace, mais on n'a pas fait une soustraction nette. Et en parallèle, évidemment, si on commence à apporter des produits dans les sols, ou si on passe sur toute autre technologie au niveau des océans, au niveau de ce qu'on veut, eh bien il faut encore faire la preuve qu'on est bien dans une séquestration, c'est-à-dire que le processus qu'on a enclenché va bien faire un différentiel net par rapport à ne pas l'enclencher. Voilà. Et sinon, on est dans encore, soit le processus est neutre, voire même on peut être perdant, soit on est dans du stockage, on a déplacé le carbone, mais on n'a pas vraiment séquestré. Non, alors on sait que c'est un émetteur important de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un domaine dans lequel il y a pas mal d'espoir par rapport aux questions climatiques, justement sur la séquestration, parce que les sols cultivés en particulier manquent de matière organique. Cette matière organique est composée à 60% de carbone. Et lorsque on cultive et si on gère le sol dans la culture de telle façon que la teneur en matière organique augmente, à ce moment-là, ça correspond à du CO2 capté de l'atmosphère par les plantes, stocké dans le sol et en fin de compte séquestré si c'est stable. Et dans ce cas, effectivement, c'est un aspect qui vient complètement compenser éventuellement les émissions de l'agriculture elle-même. Alors le potentiel de séquestration va se définir par rapport au sol, pas forcément par rapport à ce qu'on fait dessus, mais par rapport au sol si on manque de matière organique, donc de carbone dans le sol. Et plus on en manque, plus il va être facile d'en rajouter. Et l'agriculture du XXe siècle a vidé la matière organique des sols un peu partout dans le monde, notamment en Suisse, en tout cas dans tout ce qui est culture intensive. Voilà. Donc oui, il y a un potentiel de séquestration, il se révèle finalement très important, absolument pas négligeable. Au niveau européen, ça a été évalué par l'ensemble des académies des sciences qui ont conclu que finalement la seule technologie de séquestration qui paraissait réaliste, on en a cité d'autres, mais la seule qui paraissait réaliste, c'était justement celle-ci. Voilà. Donc il y a un vrai potentiel, maintenant il est modulé selon les cantons et selon l'agriculture qui s'y pratique et selon l'état des sols. Fribourg, il y a plus d'altitude, plus de prairies, on pourra peut-être en reparler, mais dans les prairies, il y a un certain nombre de cas où le carbone est déjà stocké, donc il ne faut pas le perdre. Il est là, mais en fait, ce n'est pas de la séquestration à venir, c'est déjà fait. Séquestrer en agriculture, c'est pas compliqué, ça s'avère pas compliqué, on sait comment faire. Ce sont des techniques qui ont été développées par les agriculteurs bien avant qu'il y ait des questions climatiques, et elles ont été développées pour récupérer un sol de qualité. Il se trouve que récupérer un sol de qualité, ça suppose de remettre beaucoup de matière organique dedans. Voilà. Donc les agriculteurs ont développé ces techniques, ils les maîtrisent, simplement c'est encore une minorité d'agriculteurs qui les pratiquent et jusqu'à il y a très peu d'années, les pouvoirs publics en général, ou tous les acteurs des chaînes de valeur ne se souciaient pas de ces techniques. Donc elles n'étaient pas soutenues, elles n'étaient pas promues. Mais par contre, elles sont maîtrisées et maintenant les publications dont on dispose montrent que ça permet de séquestrer de grandes quantités de carbone, tout en étant en synergie avec la dynamique de l'exploitation agricole. Alors oui, ça affecte les rendements de favoriser la séquestration. Ce sont des techniques qui finalement vont améliorer la fertilité du sol. Cette fertilité est très liée à la teneur en matière organique. Donc de ce point de vue-là, on va améliorer les rendements et surtout le revenu de l'agriculteur, qui aura beaucoup moins de dépenses à faire pour atteindre ces rendements. D'un point de vue global, quand on examine cette conversion des agriculteurs vers ce qu'on appelle l'agriculture régénérative ou de conservation, à l'échelle mondiale, les chiffres qu'on a, c'est pas extraordinaire, pointent une perte probable de rendement de quelques 10-15%. Et ça, c'est une image probablement assez trompeuse parce que chez les pionniers, ils ont gagné. Voilà. Donc, perte de rendement dans l'absolu, gain de fertilité du sol, techniquement au niveau d'une exploitation, possible en tout cas pendant la transition, ensuite pas du tout certain, en tout cas sous nos latitudes.
Les solutions communes, elles sont à l'étude. Pour l'instant, il y a même des antagonismes dans certains cas. Je vous donne un exemple, l'agriculture biologique, qui offre l'immense intérêt, en principe, de ne pas amener de pesticides dans votre assiette, va supposer, pour gérer les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les adventices, d'intervenir mécaniquement de façon plutôt plus intense que dans un système conventionnel, évidemment bien plus que dans un système en régénération. Et ça va pénaliser le progrès du sol. Donc aujourd'hui, pour prendre cet exemple, on développe l'agriculture biologique de conservation, ABC, dans laquelle on va essayer de rentrer en synergie sur ces différents leviers. C'est pas facile, quand on est en bio, de faire de la régénération. Plus difficile que lorsqu'on n'est pas en bio. Mais on y vient, et quand on voit la vitesse à laquelle évoluent les connaissances et les pratiques grâce aux agriculteurs, on peut être confiant sur l'avenir, à condition de savoir aider et soutenir ça. Voilà. Mais il y a un antagonisme de départ, et il y a un gros problème ensuite pour les décideurs, c'est qu'on mélange tout, ou on met tout sur le même plan. Je veux réduire les pesticides, je veux augmenter la biodiversité, je veux régénérer les sols, je veux séquestrer du carbone, je veux ... Et quand on met tout sur le même plan sans l'hiérarchiser, puisqu'il y a un ordre logique du point de vue agronomique dans ces changements, ben là on paralyse le système. Il y a une chose extrêmement importante qui émerge, un constat extrêmement important, c'est que on est en fait à l'aube d'une transition agroécologique qu'on doit faire si on veut à la fois gérer le problème climatique et puis en même temps préparer les sols aux problèmes climatiques et en même temps régler les autres services écosystémiques que nous donnent les sols. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit être fait globalement, et là on se rend compte que ça ne peut être fait que si toute la chaîne de valeur y adhère. Voilà. Donc là, il faut absolument un soutien et un partage d'informations entre la chaîne de valeur et les agriculteurs. Ce sont des sujets de réflexion intenses aujourd'hui dans les grandes entreprises. En premier lieu, je dirais, politiquement, ça suit derrière, mais c'est vraiment le dernier étage, mais les consommateurs vont être impliqués, les entreprises de transformation, de distribution le sont déjà, évidemment toutes celles qui sont liées à la production, et c'est cette synergie et donc ce partage de savoir qui manque encore au niveau de la chaîne de valeur qui permettra de le faire. Si on ne le fait pas comme ça, si on envoie simplement aux agriculteurs des missives en leur disant merci de faire de l'agroécologie, ça ne marchera pas. Bon, ben, mon plan climat personnel, il est divers et varié. J'ai une maison dans laquelle je me suis débrouillé pour ne pas recourir aux énergies fossiles pour tout ce qui est eau chaude, chauffage, etc. Il n'y a que la lumière. Le vélo, beaucoup. Je fais 30 km aller-retour tous les jours pour le boulot, ça fait du bien. Et puis c'est vrai que ça en économise un peu. Vélo-train, donc la voiture le moins possible, elle est à bout de souffle. L'intention, c'est de ne pas la remplacer. L'avion est proscrit, et il y aura sûrement des exceptions, mais pour l'instant il n'y en a pas. Que vous dire? Enfin beaucoup de choses comme ça, mais surtout il faut économiser 5 à 8% par an dans son bilan chaque année si on veut suivre les objectifs d'après Jancovici et compagnie. Et j'aurais dû partir de plus haut si je voulais y arriver chaque année, ça devient difficile.